Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Comment prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs, surtout en période hivernale? C'est le sujet du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Sanoussi Bouyassila, éleveur, Boudjan Sidibé, agriculteur et Dr Ibrahim Togola, président de l'ONG Mali Folk Center Nieta. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Mali se multiplient au Mali, surtout en période hivernale, une situation qui inquiète de plus en plus la population. Alors, quelles sont les causes de ces conflits? Quelles peuvent être les solutions, les réponses à ces questions avec nos trois invités? Nous allons commencer avec vous, Dr Ibrahim Togola. Quel est votre constat de la situation? Merci bien. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis très heureux d'être là et donc pour pouvoir participer à ces débats. D'abord, le constat est que le Mali, notre cher pays, est un pays d'élevage. Le Mali est un pays d'agriculture. Le Mali est un pays de commerce. Et notre tradition, notre culture est basée sur ces filières-là. Donc l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. Ça, c'est la fondation, c'est les piliers. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas son papa qui est un éleveur, il serait un agriculteur, un pêcheur ou un commerçant. Donc, maintenant, et avec le développement, la population qui a augmenté, donc ces secteurs d'activité aussi augmentent. C'est-à-dire, on a de plus en plus, les gens ont de plus en plus besoin de plus de superficie pour faire leur agriculture. Les éleveurs ont de plus en plus de têtes, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été mis aussi pour le développement de l'élevage, l'éducation, et tout ça se développe. Et donc, l'élevage aussi a besoin de plus en plus d'espace. Et donc, maintenant, le constat qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire l'État doit jouer un rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est le plan d'aménagement du territoire. On y reviendra. Pour que, voilà. Donc, je pense donc le constat fait qu'avec le développement de ces activités-là, donc, il y a bien sûr ces secteurs d'activité commencent à marcher les uns sur les autres. Chacun a ses raisons, parce que chacun a son cadre de vie. L'éleveur vit de son élevage, l'agriculteur vit de son agriculture, et le pêcheur vit de sa pêche. Donc maintenant, surtout les deux familles se trouvent confrontées parce que de plus en plus, les espaces d'intervention se trouvent être, c'est-à-dire très proches, et selon même les mêmes espaces. D'accord, on vous donnera la parole tout de suite. Sanoussi Bouyassila, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui entre les agriculteurs et les éleveurs? Je vous dis d'abord bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui entre les agriculteurs? Bonsoir. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui entre les agriculteurs et les éleveurs? La question, je ne la pose pas comme ça. De tout temps, les agriculteurs et les éleveurs ont vécu ensemble dans ce pays. Mais de tout temps, les agriculteurs et les éleveurs ont été gérés par certaines lois qui, aujourd'hui, on a du mal à les faire respecter. On ne peut pas, je défie n'importe quel agriculteur du Mali, dire qu'il est agriculteur sans avoir des têtes d'élevage. Ce n'est pas possible. Au Mali, toutes les régions du Mali sont des régions d'élevage, mais par contre, toutes les régions ne sont pas des régions d'agriculture. Vous comprendrez que dans le Grand Nord, il y a certaines zones où on ne fait pas de l'agriculture. Aujourd'hui, la problématique, elle se pose, je pense, de mon point de vue, du fait que très facilement, on va aux extrêmes. Avant, quand il y avait des situations entre éleveurs et agriculteurs pour un animal qui est rentré dans un champ, il y avait une certaine médiation qui se passait. Les gens parlaient entre eux, comprenaient que non, nous sommes tous du même pays et on doit chercher les solutions ensemble. De plus en plus aujourd'hui, les gens vont directement à l'extrême en abattant des animaux. Les agriculteurs vont à l'extrême? Je préfère dire les gens. Je n'aime pas trop catégoriser en disant les agriculteurs. C'est parce que je pense qu'un agriculteur vraiment sur son champ n'est pas quelqu'un qui peut abattre un animal. Je préfère dire les gens. Parce que suite à certaines enquêtes, on a compris qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas forcément des agriculteurs,
mais qu'ils aiment bien cette situation de tension. Parce qu'en situation de tension, tout le monde va à la justice, chacun, vous connaissez comment les choses se passent. Donc je ne veux pas dire agriculteur, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un agriculteur moderne qui ne fait pas de l'élevage. Donc c'est ces extrêmes-là qu'on doit canaliser. On doit dire aujourd'hui aux éleveurs et aux agriculteurs comment nous avons vécu à vivre, nous avons réussi à vivre ensemble pendant des millénaires, des siècles, et aujourd'hui, subitement, on vient nous faire comprendre que nous ne pouvons plus vivre ensemble. D'accord. Monsieur Boudian Sidibé, partagez-vous ce constat de Monsieur Sanoussi Bouyassila? Oui, je dis bonjour à tout le monde. Et je pense que ce problème sévit, mais comme a dit Bouyassila, je dis d'abord bonjour à tous les agriculteurs maliens et à tous les éleveurs maliens. Mais c'est que d'abord les documents qui ont été élaborés qu'on appelle les conventions locales. Si je prends le cas des différents cercles du Mali, il y a eu des conventions locales qui ont été élaborées. Et ces conventions locales ont été élaborées en commun accord avec tous les acteurs de la filière, avec tous les acteurs, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs. Donc maintenant, c'est le non-respect de cette convention par-ci et par-là qui fait qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de complications et de compréhension entre les agriculteurs et les éleveurs. Deux, le deuxième conflit, que ce soit l'homme, que ce soit les animaux, que ce soit la culture, tout le monde vit de l'eau. Il y a des problèmes aussi d'abreuvement qui fait couler de l'encre entre les agriculteurs et les éleveurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de points aménagés pour que les agriculteurs et les éleveurs puissent faire abreuver leurs animaux librement. Et souvent, il y a des agriculteurs qui entourent tous ces lacs avec des cultures. Et ça pose problème. Et souvent, il y a des bergers, je ne dis pas éleveurs, mais je dis bien bergers, qui font des extrêmes. C'est-à-dire ceux qui conduisent les animaux au pâturage. C'est eux qui mettent beaucoup d'actes incorrects auprès des agriculteurs. C'est ça qui amène souvent les révoltes. Sinon, les vrais propriétaires, les vrais éleveurs ne réagissent jamais violemment ou ne mettent pas volontairement les animaux dans les champs des agriculteurs. Mais c'est les bergers. Maintenant, quelle stratégie pour former ces bergers, pour canaliser ces bergers, pour donner une conduite correcte à ces bergers? C'est là le problème. Si tu prends des cas amers, la provocation, toutes ces provocations viennent des bergers. C'est là qui complique souvent les problèmes. Sinon, beaucoup d'éleveurs n'agissent pas violemment ou n'amènent pas les animaux dans les champs des agriculteurs. Et beaucoup d'agriculteurs aussi ne réagissent pas violemment. C'est avec les actes des bergers-là, des jeunes qui conduisent les animaux au pâturage, qui fait des actes violents et qui amènent à créer la violence entre les agriculteurs et les éleveurs. D'accord, Monsieur Silla, Monsieur Sidibé pense, lui, que ce sont les bergers qui sont, entre guillemets, le principal problème. Bon, je profite de l'occasion pour saluer mon ami Boudian Sidibé. Vous savez, lorsqu'on gère des groupes, chacun fonctionne, l'homme est le reflet de son milieu. Il est vrai, nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas de bergers qui ne commettent pas des impairs. C'est vrai que les bergers les commettent. C'est vrai que certaines personnes aussi, parmi les agriculteurs, vont aller cultiver des surfaces qui étaient considérées comme les pistes de transhumance ou bien les zones d'accès pour les pâturages à l'eau, comme l'a si bien dit M. Boudian. Pour moi, c'est dire les bergers peuvent être la cause du problème, mais les bergers, comme les éleveurs et les agriculteurs, doivent obéir à des lois. Et ces lois, on doit les faire respecter, non pas en tenant compte du fait que je suis de cette localité, mon électorat vient de cette localité,
et je veux faire plaisir à mon électorat. Je pense que c'est aussi un aspect du problème qu'on doit entreprendre. Mais est-ce que ces lois existaient dans les années 50-60? Vous savez, la charte pastorale décline, je pense, de Amadou Sékou. Vous imaginez, ça date de combien de temps que les éleveurs et les agriculteurs ont toujours vécu ensemble. Ce pays, les sédentaires et les nomades, ont fait ce pays ensemble. Maintenant, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Pour spécifier un peu de la zone de Yanfoué, là où nous avons connu récemment beaucoup de problèmes, c'est que des situations qui auraient pu se gérer, peut-être facilement par une implication de certaines autorités avec les ressortissants des chambres d'agriculture, des missions auraient dû partir très rapidement pour éteindre le feu. Nous avons remarqué que certaines autorités ont fait un calcul politique, électoral dans ces zones, en prenant, la défense d'une partie contre l'autre. À Yanfolila. Dans ces zones-là. Et je dis, pour moi, ce n'est pas... Les bergers commettent des impairs, mais nous devons réapprendre le vivre ensemble. Ce n'est pas parce qu'un berger a envoyé des animaux dans un champ qu'on doit dire que tous les peuls et tous les bergers et les animaux quittaient une zone. Ça, c'est une atteinte à la libre circulation des personnes et des biens en République du Mali. Donc, il y a des fautes, de part et d'autre. Je suis président de chambre d'agriculture, j'en sais quelque chose. Mais maintenant, comment régler ces problèmes? C'est là où se pose la question. On parlera des solutions. Alors, docteur Ibrahim Tougoula, nous sommes en train de parler d'un peu de la responsabilité des uns et des autres. Il a parlé de certains gens qui sont responsables, qui vont à l'extrême. Monsieur Sidibé a parlé de certains bergers. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs, notamment les changements climatiques, qui constituent un facteur de ces conflits? Bon, moi je disais que, c'est-à-dire, ici, l'enjeu principal, parce que quel qu'en soit qu'on va former les bergers, ou aussi on va aussi les éleveurs, il y a une question de planification du territoire. Le défi aujourd'hui, c'est que pour un berger ou un éleveur, le plus important, c'est son cheptel. Pour un agriculteur, c'est son champ. Et donc, tous ces gens-là, je pense que M. Boujan l'a dit, sont aussi à la recherche de l'eau. Donc, et aussi, c'est-à-dire, comme on le dit en Bamaro, et de plus en plus, nous allons constater un déplacement, c'est-à-dire d'une grande partie, pas seulement des éleveurs, mais même des agriculteurs. Parce qu'on va commencer à avoir aussi des agriculteurs transhumants dans ces pays. Il y a des gens qui vont quitter des zones moins propices à l'agriculture pour se déplacer vers les zones plus propice. Ça a déjà commencé dans la région de Sikasso. Ça a déjà commencé. Et même certaines parties de Sikasso, la zone de la population de Yorosso et autres, là, se déplacent maintenant vers les mêmes zones de Yanfouila pour venir faire la cotonculture. Parce que de plus en plus, c'est difficile de faire le coton dans ces zones-là. Donc, n'en parlons pas de l'élevage qui va quitter le Sahel occidental pour venir. Mais en réalité, le problème de ça, c'est quoi? Et le problème, c'est que nous dépendons énormément, notre élevage, notre agriculture, notre pêche, dépendre essentiellement, c'est-à-dire de la pluviométrie. C'est ça le problème. Et donc, tant que nous allons voir cette dépendance, je pense que les éleveurs l'ont dit lors de la journée paysanne, je pense que c'était même M. Sela, des prix exorbitants, c'est-à-dire et même l'inaccessibilité, c'est-à-dire comment on appelle ça, de l'aliment bétail. Et donc, si l'aliment bétail, d'abord, non seulement c'est cher, parce que ce sera difficile que quelqu'un qui a 1000 têtes, il peut nourrir 1000 têtes avec le tourteau de coton, sauf si quand même sera extrêmement cher. Et donc, et aussi, moi j'étais très surpris d'apprendre que ce n'est pas aussi accessible à souhait. Et donc, tous ces bétails-là vont aller où? Ils vont aller là où il y a les fourrages et, disons, l'alimentation. Les agriculteurs aussi, qui veulent faire du coton, qui sont habitués à faire le coton, se déplacent vers là-bas. Les pêcheurs se déplacent vers là-bas. Donc, effectivement, à un moment donné, on va marcher sur les pieds des uns et des autres. Un éleveur, par nature aussi, il a les revenus. Donc, les gens, ils voient le peul qui vient avec ses milliers de têtes. Il y a une certaine jalousie aussi qui est naturelle. Et donc, ils sont chez eux, ils se considèrent comme étant des Maliens, parce qu'ils sont des Maliens, ils sont dans leur territoire. Les autres, là, pourquoi j'ai dit considèrent? Parce que les autres les considèrent comme des étrangers. Mais ils disent que moi, je suis chez moi, je suis Malien. Donc, que je sois de Kidal ou je sois de Nyoro du Sahel, quand je viens
dans n'importe quel village du sud, je suis chez moi. Mais l'autre là, il va lui dire qu'il est flaqué nana. Donc en ce moment, cette situation-là crée des tensions et il faut se dire, ça va aller en s'accentuant parce que les changements climatiques sont une réalité. Vous en avez parlé, mauvaise pluviométrie, mais est-ce que les éleveurs et les agriculteurs également ne sont pas responsables de cela? Les agriculteurs qui coupent les arbres et les éleveurs? Oui, les éleveurs aussi coupent des arbres. Oui. Parce que quand ils viennent, ils arrivent dans il n'y a pas assez de pâturage. Parce que quand il n'a pas de pâturage, il a les arbres. Les arbres sont là. Donc parce que pour l'éleveur, le plus important pour lui, c'est nourrir son bétail. Donc l'agriculteur aussi, mais c'est les hectares qui sont chaque année pour faire du coton parce que l'engrais est cher. Si l'engrais est cher, donc on va faire de nouvelles terres. Donc maintenant, tous ces deux acteurs qui sont là, dont leur vie dépend de l'écosystème, en même temps utilisent d'une manière non mesurée cet écosystème-là pour leur activité et donc immédiatement dégradent cet écosystème et aussi renvoient la responsabilité envers l'autre. Hein? Il y a les éleveurs qui font l'élégation des arbres, donnent à leur bétail, mais en cas de feu de brousse, ça détruit toute la forêt. Les agriculteurs, moi j'ai quitté Yanfouila hier, et les gens ils commencent à mettre le feu autour des arbres pour pouvoir faire de nouveaux champs. Mais sans cet arbre-là, tout le monde se déplace vers cette zone, parce qu'il y a les arbres. Il y a une pluviométrie qui est au-delà des 1000 mm. Donc je pense qu'il y a une responsabilité qui est là, donc on a besoin d'un arbitre, et on a besoin de faire l'élevage et l'agriculture différemment dans notre pays. Et on va parler de cette façon différente de le faire. Sanoussi Bouyassila, est-ce que vous êtes d'accord, Boudian Sidibé, est-ce que vous êtes d'accord que vous avez également une responsabilité concernant ces conflits, vous les agriculteurs? Chacun de nous a des responsabilités. Alors, pourquoi vous coupez déjà les arbres? Est-ce que vous êtes conscient que couper ces arbres ne sont pas bons, c'est pas bon pour l'environnement? Oui, mais on ne peut pas installer des champs sans couper des arbres. Mais pourquoi ne pas entretenir les champs qui existent déjà? Est-ce que vous allez continuer à utiliser des terres et après utiliser d'autres sans les entretenir? Non. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont conscients par rapport à l'amendement du sol, apporter des fumures organiques au sol. Essayer de produire une grande quantité dans une petite surface. Bon, voilà. Comme moi je vous l'ai dit, on ne peut pas cultiver sous l'ombre. L'essentiel quand même, les normes sont là et il faut au moins 20 pieds d'arbres dans un hectare et ces normes sont respectées pendant l'installation des champs. Il faut savoir aussi que d'abord les agriculteurs se multiplient, les familles se disloquent. Donc je salue aussi mon président Bouyassila et le docteur Ibrahim et l'ensemble des acteurs qui nous écoutent. Mais je précise que, comme a dit Bouyassila, en une semaine, dans le cercle de Yanfouila, en novembre 2017, il y a eu 110 champs dévastés en une semaine. 110, pardon 110 110 champs. 110 champs. 110 champs dévastés en une semaine par les animaux. J'étais témoin. Je l'ai géré avec Bouyassila par téléphone. Je le téléphonais à chaque fois qu'il y avait des crises. Et carrément dévasté. Et ces agriculteurs n'ont récolté que 0 francs au bout de la récolte. Et c'est la nuit, et c'est pendant la nuit que les animaux brûlent tous les champs. Et le matin, tu viens trouver que ton champ n'est plus. Voilà comment, quel degré de colère tu te mets à la place du paysan, de l'agriculteur. D'accord, monsieur Sidibé, monsieur Silla va répondre. Est-ce que cette situation ne pousse pas les agriculteurs à l'extrême? Vous aurez la parole tout de suite. Oui, vous savez, je n'aime pas la manière dont on est en train de poser le problème. Pour moi, quand il y a situation de crise, un État, des responsables de structures comme les chambres, doivent décanter la crise et ne pas accepter qu'une partie de la population aille à l'extrême jusqu'à ce qu'il puisse y avoir mort d'homme. Je déplore les champs qui ont été dévastés à Yanfouila. Est-ce que c'était la première fois? Est-ce que c'était la première fois? Je vous l'ai dit, depuis la nuit du temps, il y a eu des conflits entre nomades et sédentaires. Ce n'est pas la première fois.
Et malheureusement, ça ne sera pas la dernière fois si nous ne redéfinissons pas notre politique. Est-ce que cela ne passe pas à travers le débat également? Exactement. Maintenant, si on ne pose pas le problème comme ça, est-ce qu'on trouvera une solution? J'apprécie que Studio Tamani ait posé le débat. Les principaux acteurs, comme vous allez le dire, effectivement, M. Boudian Sidibé m'a appelé de Yanfouila pour m'expliquer le problème. Nous avons essayé à notre niveau de rassembler tous les éleveurs. Écoutez, il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que nous sommes en train de négocier ça, on apprend qu'il y a une disparition d'hommes, d'un peul qui a été enlevé et que jusqu'à présent, à ma connaissance, n'a pas été retrouvé. Vous comprenez? Sinon, les champs ont été dévastés. Des missions auraient dû partir. Et comme je vous ai dit, au niveau local aussi, certaines personnes aiment bien s'amuser à mettre à mettre du fagot dans le feu. Et ça aussi, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça aussi, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour moi, cette situation de Yanfouila, comme c'est de Yanfouila qu'on parle, et c'est de Yanfouila que peut partir aussi tout le reste, le refus de la Guinée, certains problèmes qu'on retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour notre cheftel. Il faut que le débat soit posé à un niveau peut-être supérieur au mien et à celui de Boudian. À un niveau beaucoup plus supérieur. Et que les gens prennent conscience que cette terre est une terre de transhumance. Qu'à défaut d'avoir trouvé une solution palliative à la transhumance, il y aura des conflits. Comme l'a dit le docteur, pour le berger, pour l'éleveur, la seule réalité qui vaille, c'est nourrir son cheptel. Et c'est pour ça que vous coupez les arbres? Non, couper les arbres, il faut bien qu'on se comprenne. Quand on dit couper un arbre, c'est-à-dire couper un arbre jusqu'au point qu'il ne se régénère pas, ne peut pas être l'action d'un éleveur. L'éleveur coupe les branches tendres des arbres pour les donner à ses animaux. Et ça n'a pas d'impact sur l'arbre? Vous savez, toute action humaine a un impact sur l'environnement. Bon, maintenant, souvent je discute avec les personnes qui pensent que non, on va réussir à nourrir une population galopante comme la population malienne avec les beaux proverbes et phrases venant de l'Occident. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, comme Je quel suis parti proverbe? en Occident, j'ai eu la chance de vivre là-bas. Leur champ, vous n'allez pas trouver un arbre dans le champ. Vous allez trouver des arbres sur le périmètre des champs. Et ces champs sont 10 fois plus grands et 10 fois plus conséquents que les champs que nous avons au Mali. Il ne faut pas qu'on alimente un faux débat. Mais l'aménagement... une chose, on parle bien sûr du Mali, mais vous êtes en train de prendre un exemple à l'Occident. C'est que ces terres qui sont plus grandes que les nôtres, est-ce que ces terres sont utilisées pendant plusieurs années ou bien est-ce qu'elles sont utilisées une seule fois et après on coupe d'autres arbres pour installer... Ces terres sont utilisées pendant plusieurs années. Comme aujourd'hui, c'est le cas au Mali, les terres sont utilisées pendant plusieurs années. N'allez pas prendre juste l'exemple d'une zone extrêmement fertile où les gens font de la jachère. Je vais vous parler de ma région. Je viens du Dougolonvla, de la région de Kouloukoro. Nous cultivons les terres depuis mon arrière-arrière-grand-père. Nous n'avons pas d'espace d'expansion. Et c'est le cas pour beaucoup de parties aussi au Mali. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aujourd'hui soient avec la réalité du pays. Les choses ont changé. Quand on me dit ne coupez pas d'arbres pour installer un champ, je dis non. J'ai besoin de nourrir ma famille, il me faut cette surface. Et aujourd'hui, je cultive avec quoi? Je cultive avec un tracteur. Aujourd'hui, le tracteur, il ne peut pas zigzaguer, il ne peut pas s'aimer en zigzagant entre les arbres. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit replanter d'autres arbres sur le périmètre de nos champs. On doit reboiser d'autres zones. Mais l'homme de tout temps, depuis la nuit des temps, l'homme a vécu grâce à la nature. Donc, et je veux vraiment qu'on rectifie un point par rapport aux éleveurs. Est-ce qu'il ne devrait pas protéger cette nature? Mais nous protégeons cette nature. Comment? En plantant des arbres. C'est sûr? Bien sûr. Pourquoi on voit moins d'arbres aujourd'hui qu'avant? Mais le niveau de destruction est plus bien élevé. entendu est beaucoup plus élevé que le niveau de remplanter les arbres. Est-ce que réellement on réimplante des arbres? Je dirais on plante l'arbre. Mais les grands défis aussi, c'est qu'il faudra poser, quand vous voulez qu'on vienne aux solutions après. C'est même la politique aussi domaniale de notre pays. C'est-à-dire aujourd'hui, quand moi je suis de Sikasso, je suis de Koumantou, et j'ai aussi une famille qui est du côté de Kolokani, mais les terres appartiennent à qui? Pourquoi un paysan va planter
et des arbres aussi importants, s'il peut être dessaisi de sa terre, il n'a pas de titre de propriété. C'est ça aussi la question majeure. Donc il faudra que la politique domaniale de notre pays doit aussi reconnaître et permettre, c'est-à-dire aux populations, d'avoir des titres de propriété pour le champ. Je pense qu'il y a des progrès à ce niveau avec le code foncier, dont il y a un certain nombre de facilitations pour les agriculteurs et les éleveurs. Peut-être c'est ça qui va permettre. Monsieur Cela a fait une comparaison également en disant qu'on importe des idéologies occidentales, selon lui, qui ne sont pas des réalités de chez nous. Quand il dit qu'à l'Occident, les façons de cultiver ne sont pas les mêmes qu'ici. Effectivement, les façons de cultiver en Occident et chez nous, c'est différent. Aujourd'hui, moi personnellement, je trouve que si l'Occident devrait refaire son agriculture, ils allaient faire différemment. Cette monoculture, avec tous les problèmes que ça pose, l'Afrique aujourd'hui, nous pouvons développer une agriculture propre à nous. Donc, il y a beaucoup de techniques actuellement qui se développent en Asie, où les gens essaient d'avancer même sans tracteur. Mais nous, on est en train d'aller vers une mécanisation, parce que c'est ce que nous apprenons. Nous sortons de l'école occidentale et nous appliquons les méthodes occidentales pour se nourrir. Donc, je pense que ça peut être discuté, mais le grand défi que nous avons, faire une agriculture durable et faire une agriculture intensive, peut se faire sur des petites superficies et aussi en mettant le maximum d'apport donc de nutriments et aussi en ayant assez de résidus pour pouvoir et aussi des espaces appropriés pour les cheptels. Mais je pense que l'un des grands défis du reboisement dans notre pays, c'est qu'il faudra que nous pensions qu'on ait des espaces pour les populations destinés uniquement par exemple au bois, des espaces destinés uniquement, c'est-à-dire par rapport au bois d'œuvre, au bois énergie, des espaces destinés, c'est-à-dire pour les bétails, les cheptels, mais qui appartiennent à la communauté, qui n'appartiennent pas vraiment dans les villes en disant que, bon, les jours où l'État en a besoin, l'État vient récupérer. Donc, il faudra que les gens aient leur terre et qu'en disant que, en réalité, au Mali, le droit coutumier existe, mais ce droit coutumier, c'est-à-dire, ne permet pas à quelqu'un de se dire que j'ai une propriété. Sinon, on sait qu'il n'y a pas 1 millimètre carré de terre, c'est-à-dire qui est libre comme ça au Mali. Si vous voulez toucher à une terre, vous allez savoir que cette terre a un propriétaire. Mais quel type de propriétaire? Donc je pense que c'est ça aussi le débat. Pour résoudre le problème de conflit qu'on est en train de parler, il faudra aller vraiment en profondeur, puiser dans nos valeurs culturelles. Et je pense que les deux. Et dans ce cas, les agriculteurs vont bien sûr avoir des terres, mais est-ce que les éleveurs en auront? Bien sûr. Bien sûr, les éleveurs en auront. Nous, et je pense qu'en ont même. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème de quelqu'un du Sahel occidental, ou des Banamba, du Wolonvla, quand ils se quittent pour quitter là-bas et aller vers le sud, c'est pas parce qu'il lui manque de l'eau. Il a l'eau sous la terre. Il a les terres fertiles. Mais il manque un schéma d'aménagement. Il manque des moyens. Donc aujourd'hui, la terre du Sahel occidental est aujourd'hui beaucoup plus fertile que vraiment la terre du sud. Mais ce qu'il y a, il n'y a pas de couvert végétal. Les grandes zones d'élevage, on le voit, c'est-à-dire aux États-Unis, Texas, ou c'est-à-dire en Israël, dans les pays arabes, mais ils font pousser tout avec l'eau souterraine. Donc, il faudra qu'on ait la maîtrise de l'eau. Il faudra qu'on ait vraiment des... C'est-à-dire, nous ne pourrons pas continuer avec une population aujourd'hui qui est à peu près 17-18 millions d'habitants, qui dans 25 ans, nous serons à 40 millions d'habitants, et dans 50 ans, nous serons à peu près 70 millions d'habitants. Et donc, avec une technique extensive, ça ne peut pas aller. C'est-à-dire, aujourd'hui, mais c'est maintenant. La politique doit comprendre cette dynamique. Et aussi, avec tout ce qu'il y a comme perturbation climatique, nous devons avoir la maîtrise de l'eau. Et en maîtrisant l'eau, nous devons vraiment accompagner ces secteurs, ces piliers de notre culture, de notre économie, c'est-à-dire en faisant autrement. C'est-à-dire il faut que l'agriculteur puisse maîtriser. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'au Mali, encore, les gens souffrent parce que la pluie s'est arrêtée au mois de septembre. Tout le monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un éleveur est obligé de se déplacer avec son troupeau pour faire 500 km, 200 km à la recherche de points d'eau ou bien à la recherche de pâturage. Ce n'est pas normal. Il faudra que vraiment nous arrivons à donner des terres d'élevage et en donnant ces terres aux éleveurs,
on donne la maîtrise totale de l'eau. Et maintenant, on irrigue pour eux 10 000 hectares, 15 000 hectares. Et maintenant, ils peuvent produire des plantes fourragères, c'est-à-dire non seulement les arbres fourragères et aussi les herbacées fourragères, ils puissent nourrir leur bétail. Parce que ça fait partie de notre culture et ça fait partie de notre richesse. D'accord. Monsieur Sidibé, même si on vous donnait, on vous proposait cette solution que propose Dr Ibrahim Togola, avec les produits chimiques que vous utilisez, est-ce qu'on ne va pas revenir à la même chose? Non, moi je voulais donner une information particulière par rapport à la région de Sikasso. Il faut savoir que la région de Sikasso, c'est une zone de production fruitière par excellence. Et nous avons, au niveau de chaque famille, au minimum, si je prends le cas de Yansou, là au minimum, les gens ont des vergers de 200 hectares, des vergers familiales de 200 hectares, 100 hectares, 80 hectares, 50 hectares, 30 hectares. Et c'est des vergers d'anacards, des vergers de mangue, des vergers d'agrumes. Et ces vergers ne sont pas clôturés. Et beaucoup d'éleveurs n'ont pas encore identifié la forêt simple et ces forêts. Ils pensent que tout ça, c'est des forêts. Et tandis qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers installés qui ne sont pas clôturés. Est-ce qu'ils ne le savent pas ou est-ce qu'ils font exprès? Non. Et il y a d'autres qui ne reconnaissent pas l'anacarde. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des hectares d'anacarde. Il y a d'autres qui ne connaissent pas la différence entre l'anacarde et l'arbre naturel. Et il y a d'autres qui font exprès. Et il faut savoir que beaucoup de forêts qui sont là, c'est des arbres fruitiers. Et ce n'est pas des forêts vierges. C'est ça aussi qui fait tromper beaucoup d'éleveurs. Et maintenant, l'agriculteur qui espère sur son fruitier, s'il trouve qu'il y a des animaux qui gâtent, donc ça mène sur le problème. Voilà. Non seulement il y a des problèmes de dégâts dans les champs céréaliers, en même temps dans les champs fruitiers. Et à savoir que les saisons de fruits, c'est à partir de novembre jusqu'en mars. D'accord, nous avons parlé de la pluie. Revenons un peu aux produits chimiques. Est-ce que ce n'est pas également une des causes de ces conflits? Vu que vous êtes obligé vous utilisez des produits chimiques et donc les terres n'ont plus les importances qu'elles avaient. Et aujourd'hui, vous êtes obligé d'occuper d'autres terres, notamment les passages des animaux. Les produits chimiques sont utilisés dans le cadre de l'agriculture. De l'agriculture. Ils sont utilisés sciemment contre les éleveurs. C'est-à-dire que tu as une superficie énorme, tu n'as pas la capacité de balayer, tu peux le traiter avec des herbicides. Voilà. D'accord, monsieur Silla. Il vient de le dire tout de suite, il y a certains bergers, selon lui, qui ne font pas la différence entre l'anacarde, par exemple, et d'autres arbres. Est-ce que vous pensez que les bergers ne font réellement pas la différence? Parce qu'avant, les bergers connaissaient aussi les arbres. Monsieur Touré, en fait, j'aimerais que vous compreniez que c'est dans la recherche de sa survie qu'interviennent tous ces conflits. Ce n'est pas dans la recherche du conflit de manière expresse. Comme il a dit, nous déplorons que les agriculteurs utilisent certains produits chimiques, parce que sur certains produits chimiques, quand nos animaux vont brouter ces herbes, ils en tombent malades et ils meurent. Comme il l'a aussi si bien dit, un berger qui vient de la région de Kidal, comment voulez-vous qu'il reconnaisse un fromager d'un anacardier? Il ne l'a jamais vu. C'est-à-dire, l'une des causes aussi du conflit, c'est de penser... ça, est-ce que ça ne relève pas de la responsabilité de l'éleveur dans ce cas? Non, l'une des causes aussi du conflit, c'est de penser que l'autre l'a fait sciemment. C'est ce qui fait que des fois, les gens aussi vont à l'extrême. Si on va sur la base que non, ils ne le savent pas, essayons de leur montrer et comprenons le fait que pour eux, il est impératif de nourrir les animaux. Tout ce qui est vert, il faut qu'ils mangent. Et comme l'a dit Boudjan, nous avons beaucoup de vergers qui ne sont pas clôturés. Et nos pistes de transhumance ne sont plus matérialisées. C'est un fait. Sinon, si les pistes de transhumance sont matérialisées, le berger qui sera trouvé avec son cheptel en dehors de ces pistes de transhumance, force reste à la loi. Mais vu que nous n'avons plus de pistes de transhumance, donc nous avançons à l'aveuglette.
ces conflits arrivent. Encore une fois, ça ne sert pas à grand chose de définir qui a fait quoi, est-ce qu'il l'a fait exprès? Non. Pour moi, le sens du débat irait vers quelles sont les solutions pour qu'on laisse un pays dans 20, 30, 40 ans à nos enfants où les nomades et les sédentaires puissent encore vivre ensemble. Justement, la question, l'objectif de ce débat, c'est de remettre en cause les solutions qui sont proposées. Est-ce que ce sont les bonnes solutions? Un. Et deux, aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que si on ne sensibilise pas, est-ce que les gens comprendront que ce n'est pas bon? Parce que ce n'est pas de dire que c'est fait pour créer un conflit. Mais est-ce que la personne qui est en train de le faire est consciente que ce n'est pas bon? Comme l'a dit le docteur, j'apprécie, il a vraiment bien écouté mon discours à Kangaba. Sensibiliser est une partie de la solution. Mais comme il a dit, dans un pays, il faut un arbitre. Il faut quelqu'un qui est au-dessus de tout et qui gère tout. Et ce quelqu'un, c'est l'État. Aujourd'hui, nous avons un problème de terre pour les éleveurs. Au moment où je vous parle, en tout cas du sud, dans la zone sud du pays, il n'y a aucun espace, à ma connaissance, qui a été donné aux éleveurs. Pour dire, ça c'est des zones exclusives de pâturage dans ce cercle ou dans cette région. On n'y fait pas un champ. Il n'en existe aucun pour un pays à vocation agro-pastorale, où nous avons au bas mot, plus d'une, toute race confondue, nous avons plus de 50 millions d'animaux. Les bourgous existent du centre en haut. Mais en bas, nous n'avons du centre au sud, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, j'aimerais volontiers qu'on me dise le contraire, nous n'avons aucune zone exclusivement concentrée au pâturage des animaux. Donc c'est déjà un problème, comme il l'a dit, dans la répartition doméniale. Quand on entend parler de périmètre irrigué, d'aménagement du territoire, c'est à 100% dans le but de faire de la culture céréalière. Rien n'a été aménagé de l'indépendance à aujourd'hui pour qu'on puisse nourrir nos animaux. On a toujours considéré malheureusement que l'élevage va continuer à se faire comme il se faisait il y a des siècles, où le peuple prend son bâton et amène ses animaux où il veut. Et justement, avant, il y avait cette collaboration entre agriculteurs et éleveurs, où on voyait qu'après les récoltes, ce sont les bergers, les éleveurs qui occupaient les champs, ce sont les animaux qui même nourrissaient les terres. Mais pourquoi ça a disparu? Comment? Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture ne s'arrête plus à l'hivernage. Vous avez dit après les récoltes. Ça, c'était le mil. Il vous a parlé de centaines d'hectares de vergers dans la région de Sikasso. Ça, c'est 12 mois sur 12. Et aujourd'hui, la contre-saison, c'est aussi une réalité qui arrive. Mais je vous ai dit, l'intransigeance aussi est en train de prendre le dessus sur les choses. Sinon, juste un agriculteur, quand on me parle de fumure organique pour remplacer les engrais, elle vient d'où la fumure organique? Elle vient de nos animaux. Il faut bien qu'on trouve ces solutions. Qu'est-ce qui a bloqué? Plusieurs facteurs ont fait qu'aujourd'hui, ce conflit, qui a toujours été là, qui a toujours été latent, s'accentue de manière violente. C'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que je dis d'éviter d'aller aux extrêmes. D'accord, docteur Ibam Tougoula veut réagir. C'est-à-dire, oui, moi ce que je voulais dire, c'est-à-dire aujourd'hui, dire aussi à M. Sela, même si les agriculteurs de Ouassoulou disent qu'il n'y a pas de souci, mais il y a un autre défi très important, c'est que aujourd'hui, la zone de Yanfouila-Bougouni, c'est-à-dire le long du Baolé, a été classée par l'État depuis 84-85 en réserve de faune, comme vraiment espace réservé à l'habitat de la faune sauvage. Mais dont l'État n'a pas encore eu les moyens, avec les partenaires privés, de clôturer pour faire, c'est-à-dire une vraie safari, zone écotouristique. Donc, ça ne va pas résoudre les problèmes. C'est-à-dire aujourd'hui, si les agriculteurs laissent, demain, l'État avec les privés, parce que ça c'est la vocation de faire un parc, un complexe forestier, d'air protégé, et normalement dans la définition des réserves, parce que ça va, c'est-à-dire aux conventions internationales, c'est-à-dire chaque pays a obligation de laisser une superficie pour la biodiversité, c'est-à-dire sauvage, d'y habiter. Donc le Mali est même loin, c'est-à-dire d'après les experts, je ne suis pas un forestier,
Mais d'après les experts, le Mali est loin du compte. C'est-à-dire que le Mali n'a pas assez de réserves pour la faune sauvage, conformément aux conventions internationales que le Mali a signées. Donc justement, le Mali doit faire encore... Dans le même sens, la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, donc l'État du Mali doit encore créer, en principe, plus de réserves de faune. Et on n'en a même pas assez. Bon, donc il a une réserve, je pense, Bouni-Yanfou, il a fait à peu près autour de 200 000 hectares. Donc il a les baoulés vers la zone de Kita. Je ne sais pas, il y a encore quelques-uns, mais on est loin du compte. Et donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, même si l'État et la population de Yanfouila ne réagit pas quelque part, à un moment donné, c'est-à-dire là où il y a le maximum de troupeaux est en train d'aller, et ne résout pas les problèmes, c'est-à-dire les éleveurs, parce que les éleveurs sont appelés, c'est-à-dire normalement, si force est à la loi, les éleveurs ne doivent même pas rentrer dans ces réserves. Parce que quand un animal est dans une réserve, normalement, l'animal est abattu, par souvent la définition de la réserve de faune. Ils pensent que les éleveurs sont oubliés. Exactement. Bon, voilà. Donc, cela veut dire que les éleveurs ont un problème qui doit être résolu. Comme cela dit, il faut que les éleveurs, je pense qu'il y a deux enjeux. Il faudra un programme d'aménagement du territoire qui existe, mais qui n'est pas appliqué. Parce qu'il y a une charte pastorale au Mali, à ma connaissance. Et cette charte pastorale aussi n'est pas appliquée. Qui doit l'appliquer? Et tout le monde est... L'État est au-dessus de tout le monde. L'État ne joue pas son rôle. Donc, quelque part, l'État ne joue pas son rôle ici. Donc, l'État doit jouer son rôle en disant, voilà, nous avons classé, nous avons mis des réserves en place, les réserves de faune. Donc, ces réserves sont interdites, c'est-à-dire aux animaux domestiques, quel qu'il en soit. Mais nous sommes un pays, comme cela l'a dit, avec plus de 50 millions, notre économie, notre culture, c'est-à-dire l'élevage, en est partie intégrante. Donc, il faut qu'on crée des espaces pour les éleveurs. Donc, et ces espaces doivent être aménagés. Donc, on doit avoir tout ce qu'il faut pour les éleveurs. Mais aussi, nous avons l'agriculture. Parce que l'agriculture aussi, souvent, il y a souvent des déguerpissements dans les réserves parce que les agriculteurs partent là-dedans. Souvent, il y a les agriculteurs Mianga, il y a les agriculteurs autochtones qui s'y installent. Ça fait des conflits. Mais je pense que la solution va venir, à mon avis, à travers la décentralisation. Je vous donnerai tout de suite la parole. Boudjan, vous, selon vous, quelle peut être la solution? Est-ce que l'État joue son rôle? Merci. Bon, moi, je dirais que d'abord, tout et chacun forme l'État. Moi, je pense qu'il faut d'abord que chaque quartier, chaque village détermine ses zones de pâturage. Et que chaque commune et chaque région, jusqu'au niveau national, les zones de pâturage, les zones de culture soient définies clairement. Merci à vous, M. Silla. En 30 secondes, quelles peuvent être les solutions selon vous? Les solutions, en tout cas, au niveau des éleveurs, c'est une politique nationale fourragère. C'est très important. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons convoquer les états généraux de l'élevage. Nous avons face à nous de nouveaux défis. Comment les résoudre? Ça ne vient pas en une journée. Il faut que les chercheurs, les professionnels, l'État, on s'assoit autour d'une table, on se dit, voilà le problème, nous avons ce cheptel, nous ne pouvons plus faire la transhumance comme il y a quelques années. Comment on fait pour résoudre les conflits? Et nous avons des solutions. Les moyens d'exorde d'eau. Il faut faire sortir l'eau souterraine. Il faut des retenues d'eau pour toutes les eaux de ruissellement pendant la pluie. D'accord. Ibrahim Togola, 30 secondes. Que proposez-vous comme solution? Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire ce que Boudjan dit, Boudjan Sidibé, c'est-à-dire donner des espaces pastoraux au niveau village, au niveau commune, culture fourragère nationale, politique nationale fourragère. Vous partez en Europe, vous voyez des ballons de fourrage qui sont là. Peut-on y parvenir bientôt? Il faudra... Peut-on y parvenir bientôt? Non, on n'a pas le choix.
Merci, et c'est ce qui... L'État n'a pas le choix. Et c'est sur ça que prend fin ce débat. Nos invités, Sanoussi Bouyassila, éleveur, Boudian Sidibé, agriculteur, et Dr Ibrahim Togola, président de l'ONG Mali Folk Center. Débat réalisé par Studio Tamani dans le cadre d'un partenariat avec Mali Folk Center. Et je suis Mohamedou Touré à la présentation, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara à la régie vidéo, Gagné Kanté. Merci et à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.